fallait Nara, ministre Mounetinoé, directeur voulait fallait Nara, citoyen Louakanenoé, juge voulait fallait Nara, opposant Bokanenoé, la Guinée Moukanawade, ennemi la Guinée Moukanawade, Nara la Guinée Moukanawade. Mota nasileta bino musama Sénégalais garamane Sénégal ega Sénégalais Mali garamane Mali ega Mali la Guinée de garamane la Guinée mamobo garambe ona mota nasileta bino musama Imato halifoteta Firabiri mufirera Afiriki yati Forebiri muforera Ila medalasi Iwali na wasema La Guinée tando Ndamuso mayampe La Guinée tando Ndamuso mayampe Sorry, Bobby, I'm fair. When I'm not a doctor, me for it. Sing it, like you know. Mutamole. Yaway, Munube, Lanina Nube. Modi meditem, or away Munube. Malebeki Nusarama, Ulufun Nanipe. The Bidem Moka Sifa, like you know. Be a Munasana. Depuis politique il faut la nimuna sana Karatare mula politique qui Eborina luma hambi Esa so politique qui Rela bansan Inangere politique fera Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous êtes actuellement en séjour ici à Paris. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre passage à Paris? C'est une visite privée. Je suis j'ai quelques rendez-vous d'affaires et puis je suis en transit pour l'Asie. C'est juste il n'y a pas d'objet particulier, ou en tout cas d'intérêt public. Et en ce moment, les choses s'accélèrent en Guinée. Il y a quelques jours, on va parler des mines parce que vous avez occupé le poste ministériel des mines. Il y a quelques jours, le gouvernement guinéen a décidé de retirer les concessions à BSGR. Quelles sont vos impressions sur ce dossier? Les permis. Oui, les permis. Et concessions sur Zogota. Oui, les permis. Écoutez, je pense qu'après 2 ans ou plus d'attente, de spéculation, de bataille par médias interposés, etc., on va finalement arriver à une étape où on pourra baser ce qui va se passer sur des faits réels. Je pense que la société n'a pas d'autre choix que de se défendre en arbitrage. Ça va être une procédure légale. Ce sont les preuves et les faits qui vont parler. Et je crois qu'un arbitre international va départager l'État et la société. On va voir ce qui va en sortir. Je pense cependant que ça pourrait traîner et que c'est maintenant le deuxième pan de cette montagne qui va être gelé. Le premier, tout le monde sait qu'il est gelé, on le dit depuis longtemps, et je pense qu'il sera gelé encore pendant longtemps. Et le second, maintenant, va être gelé dans une procédure légale ou judiciaire. Et c'est la Guinée et les Guinéens qui en souffrent de toute façon. Il y a le gouvernement guinéen qui invoque des faits de corruption. On a cité la campagne de l'ex-compagne du président du général Lansana Conté, et qui a cité des noms, dont le vôtre dans un des dossiers. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Tout le monde dit que mon nom est cité dans ce dossier. J'ai lu toutes les procédures légales, judiciaires des différents pays impliqués dans ce dossier. Je ne vois mon nom dans aucun document officiel. Je n'ai été contacté par aucune autorité me posant des questions, mais dans la presse, on essaie d'attacher mon nom à chaque fois. Si les faits dont on parle sont réels et prouvés,
ils ont eu lieu entre 3 mois et 3 ans avant que moi je ne devienne ministre. À ma grande surprise, on essaye d'y attacher mon nom systématiquement. Maintenant, les faits sur lesquels on prétend avoir opéré au retrait et les faits sur lesquels le Français, M. Sellens, est arrêté et en justice aux États-Unis, seraient des faits supposés de corruption dans l'octroi des permis. Cet octroi a eu lieu, je ne sais plus, c'était en 2008 ou entre 2006 et 2008 selon les permis dont on parle. Je suis devenu ministre en 2009. S'il y a eu corruption, quelqu'un d'autre qui a été corrompu. Quand on parle de corruption, et maintenant on va sortir du domaine des médias et on va entrer en arbitrage, je le pense, il faut prouver les faits. Et un juge ou un panel de juges décideront si les faits sont réels. Là, pour l'instant, moi, tout ce que j'ai vu, c'était de la spéculation. Mamadi a produit des documents, elle a fait des déclarations aux États-Unis. Oui, j'ai lu sur Internet, peut-être même sur votre site, des copies de contrats entre la société et cette dame. Ça a l'air d'être des contrats tout à fait légaux, publics. La société cite l'objet du contrat, la cite son rôle, cite sa rémunération. C'est signé par les deux parties, c'est enregistré à un tribunal de je ne sais pas quelle instance de Conakry par un greffier. Si c'est comme ça qu'on corrompt quelqu'un, c'est la forme la plus maladroite de corruption. C'est le document le plus public qui soit. Alors, je ne sais pas. Enfin, que quelqu'un m'explique si c'est ça, elle a été recrutée comme consultante. On dit que c'est l'épouse du président, du feu président Conté. J'aimerais entendre la famille du président Conté se prononcer sur cela, parce que tout le monde était là comme moi aux obsèques de Conté qu'on a vu à la télé. Sa famille était à la télé, toutes ses épouses, tous ses enfants, tous les héritiers. Et je n'ai pas souvenance d'avoir vu cette dame ou un représentant de sa famille ou qui que ce soit. Donc je pense que ni religieusement, ni légalement, la famille de Conté ne s'est prononcée sur le fait que ce soit son épouse ou pas. D'aucuns disent que c'était sa maîtresse. Si c'était sa maîtresse, je ne sais pas si c'est un acte de corruption. Elle était payée comme lobbyiste et elle a lobbyé, elle a été payée pour officiellement selon son contrat. Est-ce qu'il y a eu corruption? Maintenant, si sur sa rémunération, elle a corrompu des officiels, je n'ai entendu le nom d'aucun officiel qui officiait à l'époque cité. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Comment maintenant vous expliquez qu'on parle de corruption, mais on n'a jamais trouvé un fonctionnaire ou un ministre guinéen qu'on dit avoir été corrompu dans ce dossier? Comment vous expliquez? Moi je ne l'explique pas, je ne sais pas comment vous l'expliquerez, mais un juge en arbitrage, je crois, ira au fond de l'affaire. Il posera, je suis sûr, cette question aussi, et peut-être que lui aura des éléments de réponse plus probants. Ils ont étendu maintenant l'affaire de BSGR à l'affaire de Zogota. Pourtant, Zogota, c'est vous qui l'avez vu. Comment vous analysez ça aussi? Non, le permis de Zogota a été donné en 2006, si je ne me trompe, bien avant le permis de Simandou. Donc, ce n'est pas moi, encore une fois, qui ai octroyé le permis. Ce que moi j'ai fait, c'est sur la base d'un permis et sur la base du travail que le code minier attend d'un opérateur et sur la base de la présentation d'une étude de faisabilité, j'ai fait ce qui est de mon devoir de ministre de faire lorsqu'on me l'a demandé, c'était d'engager une négociation qui menait à la signature d'une convention. Et c'est ce qu'on a fait et on a suivi le code à la lettre. Et j'irais même jusqu'à dire que sur toutes les conventions minières signées en Guinée, c'est celle et peut-être la seule qui a respecté le code minier guinéen à la lettre. Il n'y a pas une virgule de déviation du code. Alors c'est assez ironique que ce soit la seule convention qui soit attaquée, alors qu'à mon avis, à mon sens, c'est la seule convention qui soit absolument légale selon la loi guinéenne et le code minier guinéen. À votre avis personnel, est-ce que le gouvernement aujourd'hui, pour essayer de ne pas laisser un jachère comme ça Simandou pendant encore 5, 6, voire même peut-être une décennie, est-ce qu'il ne fallait pas voir comment négocier avec BSGR pour enterrer cet âge de guerre et exploiter la Simandou pour le bénéfice des Guinéens? Ce que je peux dire, c'est que je pense que le fait que l'on soit arrivé là
à mon sens, est regrettable dans ce sens qu'effectivement, ce terrain, s'il va en arbitrage, sera gelé. Ce qu'on ignore, c'est que une fois qu'on va rentrer dans cette procédure judiciaire, octroyer ce permis à quelqu'un d'autre, bien que j'apprends qu'il a déjà été promis à plusieurs, légalement sera très difficile. Tout opérateur sérieux digne de ce nom va avoir peur d'y toucher tant que les arbitres n'auront pas tranché, parce qu'il risque de subir le même sort que BSGR, le prendre, dépenser de l'argent dessus et se le voir retirer parce qu'un arbitre aura jugé le contraire, ou qu'après élection, un autre gouvernement viendra et dira « Ah oui, ils ont été lésés, on vous le retire, on le leur donne ». Et le cycle va se perpétuer. Donc, effectivement, il aurait fallu trouver une solution plus intelligente. Mais je pense qu'il n'y a pas eu d'effort fait dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il y avait un objectif de retirer le permis qui date de bien avant 2010, pour des raisons, à mon avis, purement économiques et personnelles. Et Rio Tinto est encore là avec les blocs 3 et 4. Il n'y a toujours pas de travaux. Et qu'est-ce que vous dites sur le permis de Rio Tinto? Je pense, quand on lit les déclarations même de Rio, les décisions du conseil d'administration sur les investissements futurs à travers le monde pour leur permettre de produire ce dont ils ont besoin dans le proche avenir, ils ont tout ce qu'il leur faut entre l'Australie et d'autres pays. Et je n'ai vu nulle part Simandou ou la production de Simandou comme nécessaire pour que Rio atteigne ses objectifs stratégiques de production globale sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc, à mon sens, je ne vois pas par quel miracle Rio va investir dans Simandou et développer Simandou. Mais je pense qu'avec cet accord transactionnel, on leur a donné l'outil par lequel continuer à retarder sans cesse. Rio ne déclarera jamais « nous ne sommes pas prêts à développer Simandou avant 20 ans », mais il utilisera toujours les excuses que cet accord transactionnel lui donne pour ne pas développer. Et donc, c'est toute la montagne maintenant qui se trouve dans une situation où on risque de ne pas voir de faire de Simandou sur les marchés pendant longtemps. Vous pensez que la Guinée s'était piégée par cet accord transactionnel? Et comment? Oui, à mon sens, oui. Comment? Parce que la Guinée est partie d'une situation où elle avait tous les leviers en début 2011, le permis d'exploration de Simandou des blocs 3 et 4 arrivant au renouvellement, pour forcer Rio à, comment on appelle ça, à respecter ses engagements et à commencer à développer activement. En signant l'accord transactionnel, elle a non seulement pardonné toutes les transgressions passées, donc c'est démuni de tous ces outils de pression contre Rio, et a inséré dans cet accord transactionnel des conditionnalités qu'elle doit remplir avant que Rio n'ait obligation de développer l'infrastructure. Ce sont de nouvelles conditionnalités qui ont été introduites qui affaiblissent inutilement la position de la Guinée. Donc aujourd'hui, Rio peut légalement défendre le fait qu'elle ne développe pas. Alors qu'avant, elle défendait ce fait-là, mais illégalement. Et donc on avait un outil de pression contre Rio. Parce que tant que la Guinée ne lève pas les fonds pour le Transguinée, ça part dans le Transguinée. Oui. Donc ça veut dire que... Rio n'a pas obligation de développer le Transguinée. Ce n'était pas le cas avant. Et on voit aussi, c'est-à-dire dans le domaine des mines aujourd'hui, on se dit que le professeur Alpha Condé est dans de grosses difficultés parce qu'il y a l'affaire de GAC aussi, Moudabala. Là, on est à quel niveau sur ce dossier? Il n'y a que le dossier GAC Moubadala. Le projet GAC a été enterré quand l'accord Moubadala a été signé. C'était le projet industriel hors secteur pétrolier le plus gros d'Afrique. Et il a été tué. Après presque 700 ou 800 millions de dollars d'investis dans le projet, des partenaires qui avaient des obligations de contribuer au développement tel que Moubadala, en rachetant GAC et en tuant le projet, se sont libérés de ces obligations. Et aujourd'hui, Moubadala a obtenu la permission
de faire une mine de 300 000 tonnes, là où elle avait l'obligation de construire une raffinerie de 5 milliards de dollars. La raffinerie, Mubadala est en train de la construire, mais à Abu Dhabi, pas en Guinée. Donc je vois mal où, quand et comment la raffinerie GAC sera construite. Encore une fois, on s'est tiré une balle dans le pied, à mon avis. Donc les 6 milliards dont on parlait après le retour d'Abu Dhabi. Les 6 milliards, c'est les 6 milliards qui ont été tués. C'est le projet GAC. Le projet Mubadala de raffinerie, encore une fois, à mon sens, ne verra jamais le jour. Le gouvernement dit qu'il a obtenu 6 milliards. Vous dites qu'on a tué 6 milliards. Non. Si le gouvernement a dit qu'il a obtenu 6 milliards, le gouvernement a menti. Mubadala a dit qu'ils allaient construire une raffinerie qui vaudra 5 à 6 milliards. Il ne parle de rien d'autre que le projet GAC, dans lequel ils étaient partenaires et avaient obligation de contribuer au départ. Mais ces obligations ont été retirées. Donc, Mubadala peut dire qu'ils feront un jour cette raffinerie, n'ont aucune obligation de le faire et, logiquement, n'ont aucune raison de le faire. Moi, si j'étais à leur place, je ne le ferais pas. Je vais tirer mes 300 000 tonnes de bauxite par an d'une mine qui devait supporter une raffinerie de 5 milliards de dollars et je vais alimenter ma raffinerie à Abu Dhabi où je ne suis pas soumis au risque, en tout cas le risque perçu guinéen aujourd'hui dans le secteur minier. Donc je ne vois pas par quelle logique Mubadala ce serait suicidaire de leur part de faire cette usine et de le feront pas. Friguia a fermé. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la transition pour laisser Friguia comme ça aussi? Vous n'avez plus rien fait pour sauver Friguia. Alpha Condé a trouvé... Friguia n'a pas fermé de mon temps. Or, les conditions économiques dans lesquelles Friguia fonctionnait, le secteur minier tout entier fonctionnait, Rusal, propriétaire ou opérateur de Friguia, a fermé partout sauf en Guinée de mon temps. Si moi j'ai réussi à maintenir Friguia ouvert quand Rusal et les autres fermaient partout, qu'on m'explique comment est-ce que, après que la crise soit passée, la transition soit passée, etc., Friguia a fermé. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi après. Mais j'aimerais bien comprendre aussi. Pourquoi vous n'avez pas peut-être apporté un peu aux expertises un peu pour Alpha Condé pour... Oh, je pense que mes opinions et mes conseils ne sont pas les bienvenus en Guinée. Alors, maintenant, on va essayer de parler un peu de Nimba aussi, parce qu'au niveau de Nimba, le même problème aussi se pose. Aujourd'hui, on a décidé d'exporter la production de Nimba par le Libéria. Ah non, c'est la production du projet CEBO. Nimba, parler de Nimba, il faut parler de BHP en général. D'abord, le projet de passage par le Libéria, c'est pas à Nimba qu'on l'a donné, c'est à CEBO. Vous savez, de notre temps, d'abord, on a pris la décision de donner le passage par le Libéria. C'était le choix logique et le seul choix pour désenclaver le secteur fer guinéen. On nous a critiqué, mais il n'y avait pas d'autre voie. Et comment est-ce qu'on a choisi la société à laquelle donner ce droit? On a été par ordre. Les sociétés les plus nécessiteuses et les plus méritantes d'abord. Et dans ce cas-là, c'était BHP à Nimba. Ils étaient plus avancés dans leur développement, ils étaient plus proches du rail de Buchanan et la taille, les restrictions sur la taille de leur gisement pour des raisons de protection de l'environnement autour. Vous savez que l'entourage de Nimba est un patrimoine protégé de l'UNESCO parce qu'il y a des espèces